Et c'est le moment que vous attendez tous les amis, on va parler de politique budgétaire, de politique parlementaire et on va chier sur le PS grosso modo, encore une fois. Once again, I am asking for your chier sur le PS. Et oui, parce que, attention, c'est absolument historique. Waouh, grâce au PS, on a eu une vraie victoire de la gauche. Suspension de la réforme des retraites de 2023. Énorme. Alors, spoiler, c'est pas vraiment une suspension, c'est un décalage. Ça ne concerne que les Français nés entre 1962 et 1968, qui sera un décalage entre 3 et 6 mois. 1 ou 2 trimestres. Victoire historique pour le camp des socialistes. Quelques personnes vont gagner 3 mois sur la retraite. Ah bah, c'est bien la peine de sauver le cul de Macron juste pour ça. Je suis désolé. C'est des miettes. C'est pas rien. Mais c'est des miettes. C'est que dalle. Donc c'est ça. C'est ça qu'on veut. On veut transformer le monde pour que les personnes nées entre 62 et 68 puissent bénéficier d'un trimestre de cotisation au moins à l'issue de leur carrière. Ça va, on parle d'un trimestre. Ou 2 trimestres, dans le meilleur des cas. Ça concerne 300 000 personnes. C'est ça la grande victoire du PS ? C'est quel niveau d'être de petits bras que de faire ça, quoi ? Moi, je voulais changer le monde. On refait le monde, comme Thomas Soto. Moi, c'est ça que je voulais à la base. C'est une victoire, ça. Quelle victoire de merde. Alors, s'il y en a qui sont nés entre 62 et 68 sur ce chat et qui sont contents d'avoir un trimestre travaillé en moins, très bien. Force à vous, je suis content pour vous. Mais vraiment, la taille de la victoire est plus la merde. C'est leur fameuse condition sine qua non. S'ils ont laissé Macron gouverner et le gouvernement et tatata, si ce budget pourri, austéritaire, bon, un tout petit peu moins austéritaire que prévu, mais quand même, va passer, ça sera sur la base de on a obtenu cette suspension. Cette suspension, même Macron appelle ça un décalage. Même Macron appelle ça un décalage. Et ça considère que les Français nés entre 64 et 68. 62 et 68. Autant dire que c'est vraiment de la victoire de merde. Voilà. Rien que ça, je pourrais arrêter ici et pas en dire plus. Rien que ça, en vrai, voilà. Normalement, on parle de politique. Qu'est-ce qu'on veut à la fin ? Il y a toujours un arbitrage entre ce qui est possible d'obtenir et ce qu'on veut obtenir. C'est toujours un arbitrage comme ça. Il y a plein de gens qui votent la France insoumise ou des trucs comme ça. Ils se disent, bon, bah, moi, ce que j'aimerais, c'est plus la révolution prolétarienne et la fin du capitalisme. Ils savent bien qu'en votant Jean-Luc Mélenchon, ils vont pas avoir la révolution et la fin du capitalisme. Il y a un arbitrage en se disant, bon, bah, peut-être qu'il est quand même suffisamment ambitieux dans son programme. On lui fait suffisamment confiance pour qu'il puisse obtenir des vraies victoires s'il arrive au pouvoir. Il y a énormément de gens qui votent LFI en se disant ça. En vrai, ils en veulent plus déjà de base. C'est toujours ça. Il y a toujours cet arbitrage dans la politique entre ce qu'on veut et ce qu'on peut peut-être se permettre d'avoir. Il y en a, ils sont vraiment, c'est des communistes révolutionnaires. Dans cet arbitrage-là, ils se disent, ça sert à rien de viser autre chose qu'une révolution, soyons réalistes. Il y en a d'autres qui se contentent de choses un peu moins ambitieuses, on va dire. Mais là, le PS, le niveau de leur ambition, c'est laisser Macron gouverner pour que quelques générations de gens gagnent 3 mois. Ça pue la merde. Ça pue la merde. C'est honteux. Voilà. Donc je vous propose déjà de commencer en regardant ce moment absolument historique. Le moment est historique, waouh! Le scrutin est ouvert. Oui, ok, ça vote. Le scrutin est clos. Ouais, ok, le scrutin est clos. Votant 505, exprimé 400, à majorité 201, pour 255, contre 146, l'Assemblée nationale a adopté. Ouais, bravo. Je vous propose de... Donc la réforme Borne, c'est de Chiao. Non. Non. C'est une suspension de la mise en place de la réforme Borne, qui considère que les générations nées entre 62 et 68. Donc même pas. Au contraire, ça entérine le fait que cette réforme existe. La réforme Borne, de la retraite à 64 ans, ça a suspendu son application. Donc c'est un décalage. C'est vraiment de la poudre aux yeux, ça pue la chiasse. Vraiment, ça pue la chiasse. Bah non, justement, Ribot. Ah ouais, de toute façon, on va voir un peu les interventions de tout un chacun après, là. Ouais, elle est officiellement validée. Hein. C'est donc une abrogation. Une abrogation, ça voudrait dire, ok, tout le monde a la retraite à 62 ans, point à la ligne. Tu veux que je te montre à quel point c'est une abrogation ? T'es mal à la taille de l'abrogation. Alors on va regarder un document de la CFDT, hein, une fois n'est pas coutume. Ça, c'est la CFDT. Voilà, donc là, il y a l'âge légal de départ à la retraite et les trimestres exigés. Ce qu'il y a en violet, c'est les personnes concernées par cette suspension de la réforme des retraites. Ça considère ceux nés en 64, ceux de janvier à mars 65, ceux d'avril à décembre 65, ceux nés en 66, ceux nés en 67 et ceux nés en 68. Ceux nés après 1969, dans tous les cas, auront la retraite à 64 ans, avec 172 trimestres de cotisation. Ok ? Ceux nés en 1963 et avant, donc je me suis trompé, hein, c'est de 64 à 68, c'est même pas de 62 à 68. Ceux nés en 63 ou avant, ça change rien pour eux. Voilà, l'application de la réforme était déjà comme ça. Donc ça veut dire
qu'on fait gagner un trimestre de cotisation à ceux nés en 1964. On fait gagner un trimestre de cotisation à ceux nés entre janvier et mars 65. On fait gagner un trimestre de cotisation à ceux nés là. Et pour les autres, ça change rien. Voilà, c'est juste que du coup, l'âge pivot est à 63 ans et 3 mois. Oh, bravo pour ceux nés en 1968, grâce à cette formidable victoire du PS. Les personnes nées en 1968 devront partir à 63 ans et 9 mois au lieu de 64 ans. On s'en bat les couilles, c'est du rien leur réforme. C'est du vent, c'est de la chiasse ambulante. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont laissé le gouvernement gouverner. C'est pour ça qu'on se tape Darmanin, garde des Sceaux, qui va aller sucer la bite de Sarkozy en prison, alors que la justice, le jour d'après, oblige Sarkozy à ne pas rentrer en contact avec Darmanin. C'est pour ça qu'on a sauvegardé le pouvoir de ces zinzins. Pour ça. Pour qu'un homme ou une femme né en 68, à carrière complète, puisse partir à 63 ans et 9 mois au lieu de 64 ans. C'est une victoire, ça. Moi, j'appelle ça de la merde. Et c'est important l'âge de départ à la retraite. Moi, si ça peut effectivement faire travailler un peu moins certaines personnes usées et tout, il y a un côté où c'est cool, on prend, mais c'est vraiment petit bras, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, il faut arrêter de considérer l'âge pivot de départ à la retraite comme étant l'alpha et l'oméga de la politique sociale, normalement. Ça casse les couilles, quoi. Donc, on peut tout laisser passer. Si jamais on grappille 6 mois sur un âge de départ à la retraite, c'est bon. Ça passe. Tout le reste, on s'en bat les couilles. Les conditions de travail, les inégalités. Non, mais ça va en fait. À un moment donné, c'est quasiment du populisme, en fait, ce truc-là. C'est de la démagogie. Moi, j'en ai plein le cul. Place aux jeunes aussi, à un moment donné. Voilà. Merde. Rehaussez le minimum vieillesse et faites trinquer un peu plus les retraités pétés de thunes. Ça serait des ajustements qui seraient tout aussi intéressants que ces miettas pourris qu'ils veulent nous donner en faisant passer ça pour une victoire, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu les réactions des différents politiques. On a 3h15 de BFM TV, il y a tout le monde qui passe. Hein. Il y a du Olivier Faure, il y a du Prisca Thévenot, Aurélie Trouvé, je sais pas qui c'est. On a du Jean-Philippe Tanguy, bien sûr, qui célèbre ça comme une victoire à la Pyrrhus, mais qui a décidé de voter quand même ce texte pour ne pas trahir les Français. On a du Jean-Philippe Tanguy... on a tout ce qu'il faut par ici. On a du Mathilde Panot, on a du Sandrine Rousseau. Je vous mets un peu de Manuel Bompard avec ça, en vous remerciant. Donc on va regarder un sacré sandwich de merde. Donc, oh, il y en a des biens aussi. Ils les ont laissés plus à la fin. Mais je vous propose de commencer directement avec Olivier Faure, quoi. C'est parti, on y va. Les écolos se sont abstenus. Hein. Non, ils ont voté pour, mais bref, on va en parler justement. Bon, ça va, on s'en fout de ton générique, ça y est, je suis en colère. La réforme des retraites a été... Contre 146, l'Assemblée nationale a adopté. La suspension de la réforme des retraites a été adoptée. Nous sommes très fiers de ce qui vient de se passer. C'est le résultat d'un travail acharné. Cette suspension de la réforme des retraites, c'était la condition des socialistes pour ne pas censurer Sébastien Lecornu. Le PS s'est fait ferrer aux pattes. Il n'a plus de... Le PS s'est fait ferrer aux pattes. Le PS a trahi son électorat comme à leur habitude. Votez pour moi, vous aurez la retraite à 64 ans aussi, mais il y aura moins d'Arabes en France. Ok, Marine Le Pen. Allez, arrête de faire genre de quoi que ce soit, toi. T'es mal placé pour chier sur le PS, t'es pire qu'eux. Liberté. Ça passe mal, mais c'est le prix de la stabilité politique, en tout cas le pari qu'a fait aujourd'hui le Premier ministre. Personne ne peut dire que c'est la réforme idéale. Nous sommes lucides sur le fait que... Nous sommes lucides sur la réforme des retraites. Nous ferons, une fois revenus au pouvoir, nous referons une abrogation de la suspension de la réforme des retraites. Il faut réformer notre système social. L'État-providence, c'est fini. Tu travailles, tu trinques. Tu casses, tu répares. Tu défies l'autorité, on t'encule, fils de pute. Cette suspension ne sera pas une bonne nouvelle pour le budget de la France. Pardon. Nous appelons les députés à demander à mettre en place une vraie suspension pour toutes les générations. Direction le Sénat qui lui a bien l'intention de revenir sur cette suspension de la réforme des retraites. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon allez, Maxime. mettez-moi Olivier Faure direct là, que je l'enchaîne, c'est bon. Ah non, pas Yves Terrard là, ça dégage. Oui, toi, on s'en fout, voilà. Parti socialiste, est-ce que c'est une vraie victoire Très bon sandwich. ce soir? Il n'y aura pas d'entourloupe, la réforme des retraites sera bien suspendue. Oui, elle sera effectivement suspendue et moi je suis heureux pour celles et ceux qui vont en bénéficier. J'entends des critiques qui viennent et qui... Bénéficier. Les générations nées entre 1964 et 1968, qui auront 3 mois en moins
au mieux, au pire, 6 mois en moins au mieux. Ça va ? On s'en bat les couilles. Qui explique que ce n'est pas une suspension définitive. Parce qu'en 2028, si d'aventure le gouvernement actuel devait se prolonger, si l'un des héritiers d'Emmanuel Macron devait l'emporter, vraisemblablement, il irait même encore plus loin, puisque quand on écoute Édouard Philippe, il dit c'est pas 64 ans, 67 ans qu'il faudrait évidemment arriver à acter dans la loi. Mais ça dépendra des Français eux-mêmes. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous avons suspendu cette réforme. Vous l'avez dit à l'instant, c'est un totem de la Macronie, qui est un totem... Tout à l'heure, j'écoutais Yves Tréhard qui disait que c'était finalement la seule réforme d'importance des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Ce soir, cette réforme n'est plus. Mais vous avez gagné la bataille ou la guerre ? Vous avez gagné une bataille, un début de bataille ou la guerre ? Est-ce que vous considérez, comme l'a dit Yves Tréhard, je vais le citer encore, qu'en réalité, ce soir, cette réforme est enterrée ? Je crois qu'elle a plus que du plomb dans l'aile. Et quand on écoute le Premier ministre lui-même, il dit qu'il va falloir se remettre autour d'une table, essayer de chercher un système pérenne. C'est... Sébastien Lecornu, un système pérenne, ça va être quoi ? Ça va être augmenter les cotisations sociales des multinationales pour faire rentrer plus d'argent dans la sécu et pouvoir financer la retraite à 62 ans ? Ou ça va être couper dans les dépenses, faire de l'austérité, et il faut que les Français travaillent plus pour être compétitifs ? On parle de Sébastien Lecornu ! Allô, c'est un droitard, le mec il vient de LR à la base. De quoi on parle ? C'est faux, en plus il y a déjà une partie de la réforme qui est déjà en application, tout à fait, Pitch and Twix. C'est juste que c'est pour ça que ça concerne uniquement les générations de 64 à 68, c'est une mise en pause du déploiement de la réforme des retraites de 2023. Ça, c'est une mise en pause de son déploiement. Il y a plein de gens qui déjà la subissent. Vous n'êtes pas né entre 64 et 68, vous êtes né à partir de 69 ou plus tard, vous aurez la retraite à 64 ans, avec 172 trimestres. Ça ne change rien pour vous. Pour moi, ça change rien. Moi, là aujourd'hui, leur truc de con, moi je suis un travailleur, je cotise depuis mes 19 ans, ok ? Mes droits, je suis même en dispositif carrière longue, techniquement. Bah moi, il a combien mon âge de pivot à moi, à vous, à moi, à tous ceux qui sont nés après 1969 ? C'est toujours à 64 ans. Pour moi, elle n'a pas été abrogée la réforme. Hein. Pour moi, elle n'a pas été suspendue. A contrario, pour vous non plus, la plupart sur le chat. Fait que cette réforme-là n'a jamais été acceptée par les Françaises et les Français et qu'elle ne pourra pas de toute façon reprendre. Mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Pour l'instant, nous n'en sommes pas certains et il faudra se battre encore pour éviter de la voir revenir en 2028. Mais pour cela, il faudra voter à la présidentielle et bien voter. Mais avant on ne votera pas pour toi, Olivier Faure. Il faudra bien voter. Il faudra par exemple voter pour Raphaël Glucksmann, qui lui proposera dans une culture du compromis parlementaire la retraite à 63 ans et demi. Faudra bien voter. Ouais, bah tiens, on va bien pas voter pour toi. Échéance de la présidentielle, il faut expliquer là le chemin législatif ces prochaines semaines. Il est semé d'embûches. Le texte ensuite, il va aller au Sénat, le Sénat qui penche à droite. Gérard Larcher a déjà dit, il votera contre, il fera en sorte de remettre en place la réforme Borne de 2023. Donc le chemin est encore très long. Le chemin est encore long. D'abord, s'agissant de Gérard Larcher, il pourrait commencer par réformer les retraites du Sénat. Peut-être que ce serait une bonne façon de commencer à se mettre d'équerre avec ce qu'il prétend pour tous les autres. Ce serait quand même une première chose qui serait assez facile à comprendre. Aujourd'hui, il continue à faire vivre. C'est quoi le rapport avec les retraites du Sénat ? C'est en mode genre, oh là, ça coûte un pognon de dingue les députés, il faut réduire l'État un peu. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est de la démagogie de bas étage, là. Vivre un régime de retraite très particulier pour les sénateurs qui ne correspond pas du tout au droit commun, contrairement aux députés. Ça, c'était pour lui rappeler qu'il a des choses à faire. Ça, c'était un petit tacle à Gérard Larcher, comme ça, au passage. Il peut avoir nettoyé sa propre maison et après, on peut en parler. C'est ainsi qu'il le défend. Oui, c'est comme ça qu'il le défend. C'est aussi comme ça que les députés le défendaient jusqu'au jour où on s'est dit, quand même, on ne peut pas demander aux Français des efforts que nous ne prenons pas pour nous-mêmes. Imaginez qu'autrefois, pour les députés, il suffisait d'avoir fait 4 mandats. On s'en branle de ça. Attends, il va plus loin, là. Bon, je reviens au Sénat. Le Sénat, et c'est normal, c'est légitime, c'est le bicamérisme, va pouvoir effectivement détricoter. Donc bicamérisme, c'est une république où il y a 2 chambres, une chambre basse et une chambre haute. Dans la 5e République française, la chambre basse est appelée Assemblée nationale. C'est là où il y a directement les élus du peuple, 577 députés qui, dans un grand élan de démocratie représentative, représentent l'intégralité des Français, y compris ceux installés dans les circonscriptions de l'étranger. À ça s'ajoute une chambre haute, élue au vote indirect par les maires qu'on appelle Sénat. Ah non, je me suis trompé de bouton. Écoutez ce que les députés ont fait. Il y aura ensuite une commission. La chambre top et la chambre bottom, exactement. Moi, je serais pour supprimer la chambre top, perso.
paritaire qui réunira députés et sénateurs. Et enfin, un retour à l'Assemblée. L'Assemblée, de toute façon, aura le dernier mot. C'est la Constitution, et donc il n'y a aucun doute sur le fait que l'Assemblée ne se reniera pas sur ce sujet-là, et donc nous irons jusqu'au bout, nous suspendrons la réforme des retraites. En votant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur la base d'un compromis macroniste, avec des remboursements des soins et des manques de rentrée fiscale pour la Sécu. Il ne le précise pas, ça. Pour que ça passe dans son intégralité, le texte, il faut voter le PLFSS. En disant, ok, on valide le budget, let's go. Est-ce que le budget il est si bien que ça? Il est un peu moins pourri que ce qu'avait prévu le Cornu, il est un peu moins austéritaire. Mais il est quand même austéritaire. C'est quand même un budget de droite. Vous êtes le Donc, grand... Monsieur va devoir voter son budget de droite pour faire passer sa réforme qui présente comme une grande victoire, alors que, rappel, ça ne concerne que les personnes nées entre 64 et 68. 4 ans, c'est tout. Et c'est un trimestre de cotisation en moins qu'on leur offre. C'est tout. Rien d'autre. Sachant que si la droite retriomphe en 2027 ou quoi que ce soit, ça sera annulé. Ça va, quoi. C'est vraiment insupportable. Salut Jordan Louise, comment ça va? Victorieux de la journée, Olivier Faure. Je suis rien du tout. Non, ceux qui sont victorieux ce soir, ce sont ceux qui vont pouvoir partir plus tôt. Et parmi les élus politiques, c'est vous qui portiez quand même cette suspension. Mais je vais être plus perfide derrière tout ça, évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est pas son genre. L'un des arguments qui est avancé notamment par les Insoumis, c'est de dire, écoutez, c'est la première fois qu'on vote sur cette réforme à l'Assemblée, sur la réforme des retraites, et que finalement, s'il ne se passe rien d'ici la 2027, la présidentielle, et d'ici 2028, cette réforme, elle va se remettre en route. Et ce que vous aurez fait, Olivier Faure, c'est de voter, finalement, le passage à 64 ans pour les retraites. C'est une blague. Bah non, c'est la stricte réalité. Si on avait fait comme les Insoumis, et qu'on n'avait pas voté la suspension de la réforme des retraites, qu'est-ce qui se passe? Non, tu commences pas Olivier Faure. Si vous avez fait comme les Insoumis et comme les écolos et comme les communistes, vous auriez voté la putain de censure déjà de Bayrou à l'époque, vous auriez voté la putain de censure de Le Cornu sur son deuxième gouvernement, et là actuellement, on serait pas en train de débattre si est-ce que c'était une victoire ou pas d'avoir arraché 3 pauvres mois pour 2 générations en France, tout en faisant passer un budget de droite. Si on avait fait comme les LFI, on n'aurait pas eu de victoire. Si vous n'aviez pas trahi des Bayrou, si vous étiez resté fidèle au mandat qui vous a été imposé par vos électeurs à travers le NFP, vous aviez juste, si vous vous étiez comporté juste uniquement comme les écolos et le groupe PCF, hein, même pas plus, même pas comme LFI, et bah probablement qu'il y aurait une dissolution, probablement que le NFP existerait déjà, probablement que le NFP aurait augmenté son nombre de sièges à l'Assemblée nationale, probablement que les macronistes se seraient fait complètement casser le fiac électoralement. Je sais pas où on en serait, mais peut-être que là, ça serait une situation un petit peu plus ambitieuse que ta pauvre réforme de merde dont tout le monde se branle, quoi. Non mais sérieux, c'est insupportable. C'est tout simplement continuer la réforme Borne. Et donc expliquer que maintenant la suspension vaut approbation, j'avoue que les bras m'en tombent. C'est ce que vous disent la CGT, les Insoumis, etc. Enfin, moi, ce que... La CGT, c'est pas... La CGT, c'est déjà des dangereux factieux qui disent n'importe quoi. Hein. La CGT, ils sont en mode c'est une arnaque, cette suspension, c'est même pas une suspension, c'est un décalage, nous on est contre, il fallait voter contre. La CGT le dit. Hein. Ça va. Je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui vont... Il y a 3,5 millions de personnes qui vont se rendre compte qu'ils vont pouvoir partir plus tôt. Non, c'est pas 3,5 millions de personnes, c'est faux. Quand il dit ça, c'est un faux chiffre. C'est genre entre 300 et 500 000, je sais plus exactement. Le vrai chiffre, c'est pas 3,5 millions de personnes. 60 000 ? Non, c'est un peu plus quand même. Moi, j'avais 300 000 en tête, quelque chose comme ça. Je sais pas. Là, je pense qu'ils ne remercieront pas ceux qui ont voté contre. Voilà. Pardon, juste une précision, parce que comment vous arrivez à ces 3,5 millions de personnes? Ouais, voilà, même BFM lui demande, mais monsieur Faure, est-ce que vous ne seriez pas un peu en train de vous foutre de la gueule du monde? 700 000, bon, il y a plein de chiffres différents. 60 000, 250 000, 500 000, 700 000, 73 000, bon, je sais pas. Mais on n'est pas à 3 millions. On n'est clairement pas à 3 millions. Là, on parle des actifs nés entre 64 et 68. Et en plus, ceux qui sont déjà en carrière complète, qui n'ont pas une carrière hachée, qui sont à jour sur leur trimestre de cotisés et tout, quoi. Donc bon, enfin bref. 3 millions selon les syndicats, 10 selon la police, hein, ouais. Non, les générations 64 à 68 qui vont chacune pouvoir participer. On va revoir tout à l'heure avec Lisa Adef précisément qui est concernée. Mais ce chiffre de 3,5 millions, il est très hypothétique, Gaëtan Mélin. On est d'accord? Oui, on est... Débunké par BFM TV, quoi. Ah oui, vous dites de la merde, monsieur Faure. Bah oui, merci. Enfin, en excluant effectivement les générations 67-68, même 66, on est plutôt sur 600 000 personnes. Mais par an. oui, par an. À condition, bien sûr,
que ces personnes déclenchent leur droit à la retraite. Oui, ça bien sûr. Mais oui, mais c'est important. Oui. C'est très important parce que vous avez aujourd'hui des personnes qui peuvent prétendre à une retraite, mais qui sont bien dans leur travail, qui n'exercent pas un travail pénible, qui souhaitent que leur pension soit supérieure et qui décident de prolonger leur vie au travail. On ne peut pas dire qu'on a un métier très pénible. Bah oui, je suis vieux. Je suis vieux et raciste. Et je suis rédac-chef du Figaro, rédac-chef adjoint. Bah pourquoi tu prends pas ta retraite, Yves Tréhard ? Tu manqueras à personne, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Pardon, mais effectivement, encore une fois, c'est un choix personnel. Et on peut comprendre aujourd'hui que des gens qui exercent des métiers pénibles souhaitent partir au moment où ils peuvent déclencher leur droit à la retraite, mais il y a d'autres personnes qui font un autre calcul parce qu'ils ont des enfants à charge, ils ont des traites... C'est ça le débunkage de BFM ? Ah mais vous savez, il y a des gens, ils ont pas envie de prendre leur retraite de toute manière. Il y en a plein, ils veulent travailler le plus tard possible jusqu'à leur mort. Oui, il faut penser à eux aussi. Faut pas penser qu'aux gens qui souffrent au travail dans la vie, il faut penser à ceux qui s'épanouissent par le travail, une toute petite minorité. C'est ça ton débunkage, meuf ? C'est insupportable, je vais pas aller au bout du React. Bon, de toute façon, on va pas regarder, ça dure 3h15, mais même le passage Olivier Faure, on va passer à quelqu'un d'autre après, c'est pas possible. Payés et qu'ils exercent un métier qui n'est pas plus pénible que cela et qui veulent poursuivre leur activité. Et donc, de fait, ça fait des gens en moins dans le coût de cette suspension. Tant mieux, j'ai envie de dire. Enfin, s'il y a des gens qui sont heureux au travail et qui veulent continuer, c'est leur liberté. Mais vous parlez de quoi, là ? C'est quoi votre débat ? Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas envie de prendre leur retraite. On parle de la réforme des retraites. Ils sont en train de partir sur... Mais vous savez, il y a des gens, ils veulent pas prendre leur retraite. Et on s'en bat les couilles. Fermez-la. On doit même, y compris, les en féliciter ou les remercier, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que toutes celles et ceux qui ont des métiers si pénibles, qui n'en peuvent plus, puissent partir. Et pour cela, ce soir, effectivement, c'est une vraie bonne nouvelle. Maintenant, ça ne s'arrêtera pas là. Nous allons continuer le débat, puisque ce soir, nous avons voté aussi la fin du gel des pensions et des prestations sociales. Donc, toutes celles et ceux qui craignaient que leur pouvoir d'achat soit amputé, qu'ils soient désindexés du coût de la vie l'année prochaine, eh bien, tout cela, ce soir, peuvent se rassurer. Nous avons aussi voté le dégel de leur pension. Et nous allons continuer. Ouais, bravo. Alors ça, j'ai pas trop taffé le truc de machin chose sur le dégel des pensions. Mais si on veut être honnête, et moi, l'honnêteté intellectuelle, c'est une valeur que j'essaye de porter. C'est extrêmement central dans mon positionnement. Pas de démagogie, pas de dogme, de l'honnêteté intellectuelle. Je suis un homme libre, un libre penseur. Bref, je sais pas pourquoi je commence à dire ça. Effectivement, le budget amendé, le budget Lecornu amendé, avec les amendements, notamment par le travail compromission du PS, mes couilles là, il est moins terrible que la copie de base. Oui, c'est vrai. On passe d'un budget très très austéritaire à un budget austéritaire. Voilà. Et en fait, ça résume très très bien ce que c'est que le Parti Socialiste. Ça sera encore pire si c'est pas nous. Alors ouais, on est les gros droitards capitalistes, mais ceux d'à côté, ils sont encore pires. Et de toute façon, c'est nous ou il y aura rien d'autre. Donc maintenant, vous vous démerdez. Soit vous voulez Nous sommes le parti des miettes. De toute façon, vous n'aurez rien de plus que des miettes, les Français. Donc, soit vous votez pour nous et on vous donne les miettes, soit vous allez vous faire foutre. C'est vraiment ça le PS en réalité. Voilà, c'est le parti d'accompagnement, le parti de gouvernement. Et donc, il ne peut pas y avoir de politique ambitieuse derrière. C'est des miettistes. Le parti miettiste, exactement. Le Premier ministre s'appelle Olivier Faure, comme le disait l'autre soir Jordan Bardella, ou pas ? Jordan Bardella... C'est la base de la négo. Lecornu a délibérément placé l'ancrage du projet très loin pour donner l'impression de faire des compromis. Bah oui, mais c'est tout le temps ça. Mais c'est le même principe que Bayrou qui avait dit suppression de 2 jours fériés. Le but, c'était de pas se faire censurer en disant allez, on va pas supprimer de jours fériés, mais vous censurez pas du coup. C'est toujours pareil. Dans les trucs budgétaires et dans tous les textes de loi, c'est tout le temps ça. La copie du gouvernement, la première copie du gouvernement est bien hardcore pour que après... il y ait le travail d'amendement, ça soit un peu moins hardcore que prévu, et tout le monde puisse dire c'est bien, la démocratie fonctionne. C'est du foutage de gueule. À côté de ça, nous on veut un monde meilleur. Tous les gens de gauche estiment qu'on se fait chier dessus par les puissants de ce monde en continu. On aimerait un monde juste un peu plus juste. Et le seul truc qu'on a à nous proposer, la seule porte de sortie, la seule lumière au bout du tunnel qu'Olivier Faure a à nous proposer, c'est cette putain de suspension temporaire d'application d'une réforme des retraites qui déjà à la base n'aurait jamais dû être votée, quoi. Non mais si merde. Peut-être des lunettes qui lui font penser cela. Il y a simplement aujourd'hui un Parlement. J'ai plus les alertes de sub ou quoi, c'est trop bizarre. Merci Popla Boubou pour ton prime. Merci beaucoup. Ceci étant dit, j'ai plus mes alertes, je sais pas ce qui se passe, ça bug. J'ai les alertes de follow, mais j'ai pas les subs, j'ai pas les raids. Bizarre, je vais devoir aller regarder ce qui se passe sur Stream Elements bientôt.
qui est un Parlement qui est souverain, qui légifère pour la première fois depuis 58 sans 49.3, et il s'avère qu'il y a des majorités qui sont hostiles à ce que le gouvernement a proposé initialement. Donc la victoire, elle est bien sûr pour toutes celles et ceux qui se battent contre ces réformes depuis un bout de temps, mais je veux bien les partager avec d'autres. Je suis pas là en train de vous dire que les socialistes seuls réussissent tout, que c'est formidable, etc. Je pense... Mais qui t'a partagé cette victoire? Encore une fois, tout le monde a censuré à la base le gouvernement parce qu'il voulait pas négocier avec un gouvernement aussi illégitime et bouffonnesque que le gouvernement Lecornu, qui avait rien à faire là parce qu'il respectait pas le résultat des élections. C'est ça qui s'est passé. Je vous parle pas de ça en mode rappelez-vous, il y a un an, ce qu'il s'est passé, c'était il y a 3 semaines, c'était il y a un mois, quoi. C'était il y a un mois. Ils sont en mode genre, ce n'est pas que notre victoire, c'est pas une victoire. C'est une victoire pour Macron, c'est une victoire pour Lecornu, c'est une victoire pour Macron qui a réussi à sauvegarder son gouvernement et qui ne devra pas dissoudre ou quoi que ce soit. Macron, il a dit depuis le début, j'aimerais pouvoir finir mon quinquennat sans avoir à dissoudre à nouveau. Donc c'est une victoire pour Macron, cette histoire. Tu lui as donné l'occasion de continuer à gouverner, malgré le fait qu'il nous chie dessus en continu depuis 2022 et qu'il ne respecte pas le résultat des urnes. C'est une victoire pour Macron. Donc il est en mode, je ne suis pas le seul pour qui c'est une victoire. Oui, à Macron aussi. Oui, à Macron, ouais. Et tous les députés ont voté le nez bouché. Alors le RN l'a voté en disant on n'a pas confiance mais on prend quand même cette victoire, c'est une petite victoire de merde mais on prend. Les écolos ont fait pareil et le PCF et LFI ont dit non, on vote contre, c'est de l'arnaque. Et il y en a qui sont abstenus aussi. Voilà. Bon après en vrai tout ça c'est à peu près du détail quoi. Que les écolos se disent bon c'est de la merde et on fait pas confiance mais on va quand même le voter, on prend peu importe même si c'est nul. À la limite. C'est plus de l'ordre du symbolique quasiment quoi. Mais genre y compris pas que LFI et le groupe communiste ont dit on ne vote pas ça parce que c'est une arnaque. De la même manière que la CGT, et Sophie Binet était sur France Inter, je crois, hier ou quelque chose comme ça, c'était en mode c'est une arnaque ce truc-là, c'est de la merde, c'est pas une abrogation, c'est de la couille. Voilà. Même le centre a voté en se bouchant le nez. Chez les macronistes, il y en a plein qui sont abstenus en fait. Il y en a plein qui sont abstenus, donc c'est surtout le PS, le Rassemblement National et les écolos qui ont voté pour, LFI et le groupe communiste qui a voté contre, et le bloc central qui s'est beaucoup abstenu en se disant ça passera si on s'abstient, comme ça, voilà. Donc c'est de la flûte, exactement. C'est de la flûte. Je pense simplement que nous avons là un Parlement qui, pour une fois, fait son boulot. Et ça devrait être quand même quelque chose que chacun devrait finir par admettre, et que c'est pas mal d'avoir un Parlement libre qui prend sa responsabilité. Et maintenant, le débat va continuer. Ce soir, nous allons parler aussi de l'hôpital. Est-ce qu'on rajoute 1 milliard comme le Premier ministre? Alors ce soir, ils ont parlé de l'hôpital. Il y a un autre truc qui n'a pas beaucoup été noté. Du coup, cette journée d'hier, cette journée de jeudi, où ils ont voté cette fameuse décalage de la réforme des retraites, c'était aussi la dernière journée. C'était la dernière séance à l'Assemblée où vous pouvez discuter du PLFSS. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au vote. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au vote parce qu'il restait 200 amendements à analyser. Et du coup, ça n'a pas pu aller jusqu'au vote. Donc du coup, là, ça part au Sénat. Ça part au Sénat, mais le truc, c'est qu'ils ont fait une espèce de lettre rectificative ou je sais pas quoi, qui garantit le fait que ce décalage de la réforme des retraites sera dans le texte, dans la copie transmise au Sénat. Voilà. Mais à côté de ça, ils n'ont pas pu finir de discuter le PLFSS. Ce qui veut dire que quand même, le gouvernement a plutôt la main sur la copie qui va sortir à la fin. Et que si, au final, même si cette suspension, même si ce décalage de la réforme de la retraite est dans le texte final, ils peuvent très bien détricoter aussi des amendements un petit peu comme ils en ont envie, avec l'aide du Sénat qui est à droite, majorité LR au Sénat, pour au final dire, voter ce budget de droite tout pourri, mais il y a la suspension des réformes des retraites. Et ils vont y aller, les Faure et compagnie. Ils vont y aller pour 2 raisons. Déjà, c'est des putains de serpillières, premièrement. Deuxièmement, en cas de dissolution, ils sont morts parce qu'ils viennent se tirer une balle dans le pied, ils viennent se suicider politiquement en trahissant à ce point-là, quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer à la fin? Ça va être la douille. Ils vont devoir voter un budget de la sécurité sociale de droite pour faire passer leur victoire qui en vérité pue la merde et n'en est pas une, quoi. C'est insupportable. S'est engagé à notre demande. Est-ce qu'on fait en sorte que les franchises médicales ne soient pas multipliées par 2 comme ça a été dans le projet de loi? Vous avez obtenu quand même pas mal de choses. Vous avez obtenu pas mal de choses. Est-ce que c'est un budget de gauche? C'est faux ça, le gouvernement a choisi de ne pas continuer les votes, surtout. Il pouvait continuer plusieurs sessions de plus pour aller au vote, mais ils savent bien que le vote final ne passerait pas et emmerder les socialistes. Ok, donc c'est le calendrier qui a été plutôt décidé par le gouvernement, quoi. Bon, toujours est-il que le PLFSS n'a pas été voté. Voilà. De la même manière que le PLF vaut les recettes, le projet de loi de finances de l'État, pas de la sécurité sociale, n'avait pas été voté non plus. Et donc, dans ces cas-là, c'est quand même grosso modo le gouvernement qui a la main sur la copie du texte qui sera voté à la fin. Voilà. Donc affaire à suivre. Ça se trouve, au final, le budget ne passera pas du tout malgré toutes ces entourloupes parce que les gens sentent bien que c'est de la couille, quoi. Et on verra. Affaire à suivre. Tout n'est pas terminé. Mais en tout cas, le PS, là, mais wesh, quoi. Olivier Faure, la honte, quoi. Non, c'est pas un budget de gauche. Vous avez bien vu et vous l'avez souligné amplement. Nous n'avons pas réussi sur la partie recettes à faire en sorte que ce soit les très grandes fortunes qui finalement payent la facture. Ok, donc ça veut dire que quand vous allez devoir voter le PLFSS au global,
Il n'y aura pas de taxation des riches pour financer la sécurité sociale. Vous êtes obligé de le voter malgré tout pour faire passer votre pseudo-victoire, quoi. Ouais. Ça arrange le PS de pas devoir se défendre de voter ce budget de merde. Mais c'est là qu'on voit que tout ça, c'est un putain de jeu de dupe qui n'a aucun sens. Donc il va se passer quoi à la fin? Ils vont dire ah non, le budget il est pas suffisamment bien. On le vote pas, tout en sachant que ça va passer par ordonnance. Ils pourront quand même dire on n'a pas voté le budget, mais grâce à nous, on a quand même la suspension de la réforme des retraites, même si c'est un budget de droite. Ils vont danser la Zumba comme ça, en mode on l'a pas voté, on est dans l'opposition, mais le seul truc bien qu'il y a dans ce budget, c'est-à-dire la suspension de la réforme des retraites, c'est quand même grâce à nous. Ouais voilà, c'est ça qu'ils vont faire, c'est leur strat. Donc il y a un débat... Dans leurs conditions sine qua non de non-censure, il n'y avait pas le vote d'une taxe Zuckman même allégée. Au final, la taxe Zuckman n'est pas passée, ils s'en battent les couilles, ils crient quand même victoire. C'est pathétique, vraiment c'est pathétique. Qui va se prolonger, y compris sur la partie des recettes. Comment est-ce voilà, qu'on ils veulent fait l'envoyer au Sénat sans vote, mais c'est déjà le cas. Hein. Ça, c'est ce qui s'est passé hier soir. Ils vont en parler après, je pense. On va pas regarder que Olivier Faure, parce que là, je m'énerve trop. Aussi, de aller voir d'autres intervenants, mais pas Prisca Thévenot, pitié. Pour financer tout cela, est-ce que ça passe par le déficit? Et pour l'instant, s'il n'y a pas de recettes nouvelles, c'est le déficit qui financera. Est-ce que c'est une bonne solution? Non. Si vous voulez mon avis... Gaëtan dit non. Oui, mais non. je partage son avis. Je pense que non. Effectivement, donc on peut être moins brutaux que ce que le gouvernement avait initialement imaginé sur la baisse du déficit. La trajectoire était trop dure. Vous dites ça, Olivier Faure, vous dites ça. Ce que vous avez voté cet après-midi, c'est 2 milliards en 2026 Oh, 2027, pardon. Ça coûtera 2 milliards. Mais c'est même plus que ça, parce qu'en fait, c'est 3,6 milliards sur le dégel des pensions et des prestations. Et bien sûr, mais je ne vous dis pas le contraire, je vous dis simplement qu'il va falloir que nous ayons un débat sur les recettes, et ce débat est très important parce que... Il n'y a pas eu de débat sur les recettes. Il y a eu un débat, puis au final, oh non, ça repart au Sénat. On n'a pas pu voter, lol. Donc, ça, il va falloir avoir un débat sur les recettes. C'est un peu trop tard pour ça, Olivier Faure. De quoi tu parles? Il doit être... Enfin, si on devait simplifier... On a eu un débat sur les recettes fiscales. Maintenant, on a un débat sur, y compris, les économies qu'on doit réaliser. Est-ce que vous trouvez juste et normal que les grandes fortunes refusent d'être fiscalisées davantage? Allez, c'est reparti, ils parlent du fond comme si ça avait un quelconque intérêt. Est-ce que vous trouvez ça normal que les grosses boîtes fraudent les impôts alors que les PME, ils doivent payer leurs impôts? Mais oui, on est tous d'accord pour dire ça, Olivier Faure. Mais à ce moment-là, ne laisse pas vivre un gouvernement qui a appliqué cette politique pendant 10 ans. Et maintenant qu'elle refuse aussi qu'on les aide moins que nous aidions précédemment. 211 milliards d'aides aux entreprises sous des formes très différentes, c'est vrai. Un chiffre mais malgré contesté. Tout... oui, le chiffre n'est pas contesté. Dans l'enquête sénatoriale, il y avait Fabien Gay, communiste, certes, mais il y avait aussi un Macronos qui n'a pas contesté les chiffres. C'est juste que les chiffres sont contestés au sens où ce ne sont pas des aides directes, ce sont des exonérations d'impôts, ce sont des recettes en moins, ce n'est pas une dépense. Pourquoi les gauchistes, vous comptez ça comme une dépense? Parce que c'est la même chose! Si j'étais censé te donner 10 € et qu'au final je te donne 5, ou si je te donne 10 € et après je te dis donne-moi 5, ça revient exactement au même. C'est un chiffre qui a été établi par les sénateurs, c'est un rapport sénatorial, mais qui est très contesté parce qu'il englobe toutes les aides, il mélange toutes les aides aux entreprises. Oui, et alors? Du coup, c'est pas pertinent d'utiliser ce chiffre? Ok, bon, on prend la moitié de ce chiffre-là, 100 milliards alors, on divise par 2, 100 milliards, ça serait pas déjà à même de financer la sécurité sociale et l'école publique et l'hôpital? 100 milliards par an? Non? Même en divisant par 2, c'est énorme en fait. Merci, c'est pas moi, merci beaucoup pour ton 8e mois. Je suis un peu énervé, je suis un peu colère là, je suis en pétard. Je les aide, mais enfin, ça fait quand même 211 milliards à la fin. Et c'est un rapport qui a été initié à la fois par un LR et par un communiste. C'est vous dire que c'est un rapport qui a été assez consensuel. Et donc, il y a là, effectivement, des marges de manœuvre. Il n'est pas normal de dire aujourd'hui que pour 15 ou 20 milliards qui sont aujourd'hui un peu suspendus en l'air, on ne puisse pas les trouver à la fois sur les grandes fortunes et sur les aides aux entreprises. Je n'y crois pas. Voilà. Oui, vous dites le débat va se poursuivre. Est-ce que ce soir, Olivier Faure, vous dites aussi que la suspension de la réforme des retraites votée implique pour le patron des socialistes une suspension de votre menace de censurer le gouvernement? Mais nous l'avons dit, en fait, dès lors que le gouvernement... Question intéressante. Alors, censure ou pas censure? Non, je pense qu'ils vont pas censurer. Ou alors ils vont censurer quand ça sera inoffensif de le faire. Voilà. Ils vont censurer quand ce budget indigne sera passé et Macron il sera en mode je m'en bats les couilles, le but c'était de passer le budget. J'ai passé le budget? Oui, non, je renomme un autre gouvernement, je m'en branle. Nous avançons avec lui. Nous sommes prêts à faire le choix du dialogue en responsabilité et donc la censure valait au démarrage s'il n'y avait pas d'évolution sensible. Elle ne vaut plus. Qu'est-ce que nous avons gagné depuis le début de ce débat? D'abord, il y avait des jours... Voilà, ils vont censurer en 2027, quoi. Exactement. Devaient être supprimés, ils étaient sanctuarisés. Ensuite, il devait y avoir une Attends, nouvelle... de quoi? Qu'est-ce qu'il raconte?
D'abord, il y avait des jours fériés qui devaient être... Mytho, menteur. C'était sous Bayrou, ça. Hein. Bayrou, il est tombé parce qu'il a fait un vote de confiance, il a décidé de se barrer en grand seigneur avec un vote de confiance plutôt qu'avec une censure. Hein. Et après, le Cornu, il a décidé de ne pas mettre des 2 jours fériés, suppression de 2 jours fériés dans son budget dès le début parce que ça passait pas. Et là, on parle du gouvernement Le Cornu 2, où il n'y avait pas cette histoire de 2 jours fériés. C'est pas une victoire du PS. Personne n'a voté le vote de confiance. C'est Bayrou qui a dit « Si c'est comme ça, allez vous faire foutre, je m'en vais. » Et là, il revient là-dessus. Mytho, menteur. Supprimés, ils étaient sanctuarisés. Ensuite, il devait y avoir une nouvelle réforme de l'assurance chômage et qui privait les chômeurs de toute une série d'indemnités et de droits auxquels ils avaient jusqu'ici accès. C'est supprimé. Ensuite, on a eu la suspension de la réforme des retraites. On a aussi... Attendez, Bruno Retailleau qui dit « Cette décision irresponsable, prise sous le diktat du PS, va coûter des milliards à la France. Après les folies fiscales de la semaine dernière, le délire continue. Et toi, nique ta mère, ça va. » Voilà, pardon. Sur qu'il n'y ait pas davantage de CSG pour tout le monde. Folie fiscale, ouais. La sécurité sociale, c'est une folie fiscale, Bruno Retailleau ? Donc tu veux dire que l'héritage du Conseil national de la résistance, Jean Moulin, Ambroise Croizat, l'histoire républicaine, la concorde gaulliste aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, tout ça c'est de la folie fiscale et du vol ? Est-ce que tu serais pas un peu un nazi au final ? Avantage d'impôt sur le revenu pour tout le monde, puisque il y avait là aussi, c'est compliqué, mais enfin un gel du barème de l'impôt sur le revenu et de la CSG qui avait pour effet d'augmenter l'imposition des particuliers. Nous avons fait en sorte que ce ne soit pas le cas. Vous prenez vos gains, mais la question de Marie, c'était de dire la menace de censure, est-ce qu'elle est levée ce soir ? Mais est-ce que Sébastien Lecornu qui nous regarde peut respirer ? Ce que je vous dis, c'est que si... C'est marrant qu'on m'ait posé la question. Est-ce que Sébastien Lecornu peut respirer ? Parce que c'est ça qui se joue en vrai. C'est pas une victoire pour le PS, c'est pas encore moins une victoire pour les travailleurs, c'est une victoire pour Le Cornu. Tout le monde se foutait de sa gueule. La blague, c'était combien de temps il va rester cette fois-ci ? Allez, record à battre, 14 heures. Il va se faire un stand censuré. C'était la blague, tout le monde était prêt à ce qu'il part. Le Cornu était mort-né. Et au final, non. Parce que le PS lui a dit « Non, t'inquiète, tu vas vivre, Le Cornu. » C'est une victoire pour Le Cornu avant tout. Hein. Et pour Macron, du coup. Plus que pour le PS. Et surtout, infiniment plus que pour les travailleurs qui vont à peine profiter de cette réforme à la con qui concerne quasiment personne, premièrement, et qui, deuxièmement, vont subir ce budget qui reste un budget de droite et austéritaire. On va jusqu'au bout de la discussion. Qui reste dans la continuité de Macron. C'est du Macron un peu plus light. Oui, super, trop bien. Waouh, trop bien, quelle victoire. Et je répète, pas de retour en arrière. Évidemment que nous aurons, entre le choix de faire en fait un budget qui ne sera pas le nôtre, mais qui sera un budget où on aura édulcoré le pire, et une loi spéciale ou des ordonnances où le gouvernement serait seul maître, je crois que le dilemme, il n'est pas difficile. Donc, vous saluez ce soir la méthode Lecornu. Il aura réussi à mettre en place ce budget du compromis ? Mais je salue son esprit de dialogue, je salue le fait que... Non, dis pas plus, n'en dis pas plus. Ce macroniste parle comme un macroniste, hein, j'ai l'impression quand même. Oui, je salue Sébastien Lecornu, Premier ministre d'Emmanuel Macron, oui, je le salue. Ok, n'en dis pas plus, d'accord, voilà. T'as choisi ton bloc une bonne fois pour toutes. Merci en vérité, Olivier Faure. Merci. Ça faisait 1 an et demi qu'on traballait le caillou Olivier Faure dans la chaussure de la gauche et qu'on se disait il trahit mais pas assez fort, du coup c'est pas clair, machin bidule. Au moins c'est clarifié, vas-y, lèche-lui les couilles exactement. Vas-y, au moins on sait dans quel bloc t'es. T'es dans le bloc bourgeois, avec les macronistes, avec Raphaël Glucksmann, tu es l'aile gauche du bloc bourgeois, tu l'assumes très bien. Casse-toi de la gauche, comme ça à gauche il reste qui ? Il reste LFI, les communistes et les écolos, et c'est déjà un contour d'union qui est un petit peu moins à vomir que celui qu'on a été obligé de faire avec cette raclure d'Olivier Faure. Même si à un moment donné, moi je regrette pas de l'avoir fait, parce que ça a permis d'éviter Bardella à Matignon. Mais là c'est bon, allez, casse-toi. Merci d'assumer tes propos. Tu n'es plus dans le bloc de gauche, tu n'es plus dans le bloc NFP entre guillemets, aile gauche du macronisme, dont acte. Pour la première fois depuis 1 an de dialoguer avec les oppositions. Est-ce que ça fait de lui un homme de gauche ? Non. Est-ce que ça fait de nous des hommes de droite ? Non. Enfin, des hommes et des femmes. Ça fait de vous des hommes du centre, a priori. Hein. Mais non, moi, c'est pas ma gauche, ça. C'est pour ma gauche. Ça. Pardon, mais en revanche, il y a un dialogue possible. La France Insoumise qui vous accuse de faire des magouilles avec le camp Macron. A raison. Où est-ce que vous avez vu des magouilles ? Est-ce que vous... Tu viens de dire je salue Sébastien Lecornu, les magouilles, c'est qu'à la base t'avais dit telle condition sine qua non et telle condition sine qua non, et au final, la taxe Zucman qu'ils ont pas voulu voter, la taxe Zucman Light qu'ils ont pas voulu voter, qui était censée être une condition sine qua non, t'as été bouffé avec Sébastien Lecornu, et au final c'est plus une condition sine qua non et ça censure pas. Ça menace de censurer en disant dernier ultimatum, et bizarrement, petit à petit, au moment où les choses se déroulent, Sébastien Lecornu devient un allié parlementaire qui a ressuscité l'esprit de coalition républicain qui manquait à la 5e République. C'est bon là.
On voit très bien ce qui est en train de se tramer, Olivier. Oh. Vous avez vu à un seul moment quelque chose que nous aurions accepté, qui serait un reniement de notre part? Rien. Le truc, un blowjob dégradant, c'est du king shaming. Non. C'est vrai qu'on utilise le mot sucer parfois ici. On est un peu vulgaire. On n'est pas vulgaire sur ce live. On est rabelaisien. Donc j'ai le droit de dire sucer. Et donc, vous avez des gens qui ont obstinément un seul objectif, la dissolution, puis la démission du chef de l'État, et qui renvoient à cette unique échéance le grand soir. Moi, je ne crois pas au grand soir. Qui a parlé de grand soir? Une élection présidentielle, c'est le grand soir maintenant? Le grand soir, à la base, c'est la droite qui utilise ça pour critiquer la gauche, et pour critiquer les révolutionnaires, pour critiquer les communistes, précisément, pour dire c'est quoi ça, vous attendez le grand soir où tout change, ça n'arrivera pas, vous êtes naïfs. Ils récupèrent des éléments de langage de droite qu'on utilise historiquement pour critiquer la gauche. Et toi, il va dire socialo-commun. Non, je mélange tout, bref, peu importe ça. C'est toujours les mêmes qui vont payer, finalement, en contrepartie de cette... Ça dépend de vous, Yves Tréhard. Si dans le Figaro, vous dites demain matin que les riches doivent payer... Non, soyons sérieux. Mais je suis sérieux. Le dégel des... Pourquoi tu fais pas juste ça, Olivier? Pourquoi t'as pas voté la censure pour après dire ça à Yves Tréhard à la télé? Au moins servir un minimum à quelque chose, quoi. Non, tu trahis pour après continuer à faire semblant de dire les termes à Yves Tréhard, rédac-chef du Figaro. T'as plus le droit de faire ça, t'as perdu le droit de faire ça, en fait. Hein. T'as perdu le droit d'aller chier sur le Figaro, c'est fini, ça. C'est fini, maintenant. Allez, casse-toi. Les dégels des retraites, finalement, c'est les retraités d'aujourd'hui qui vont pas participer à l'effort que vous allez demander par ailleurs. En revanche, vous allez vous réclamer l'augmentation, si j'ai bien compris, de la CSG sur les valeurs mobilières ou immobilières d'ailleurs. Or, il y a plein de gens qui préparent, et des gens modestes, qui préparent leur retraite, parce que justement, ils ont pas assez capitalisé dans leur vie, et qui préparent leur retraite, qui avec un petit compte épargne-logement, ou plutôt assurance-vie, pardon, et choses comme ça. En fait, c'est toujours les classes dites moyennes, alors c'est très vague, mais qui vont assurer le renoncement à cette réforme des retraites. Alors qu'il faudrait que ça soit les méga riches? Qu'est-ce qu'il raconte, Yves Tréhard? Je comprends pas. Oui, où est-ce qu'il veut en venir? Pensez à ces petits épargnants de classe moyenne qui ont économisé toute leur vie, et on va taxer un tout petit peu plus leur assurance vie, de quoi que ce soit. Déjà, le travailleur là, qui est concerné éventuellement, qui est bientôt à la retraite, quelqu'un pas de ma génération, quelqu'un qui a 60 ans là cette année. Le retraité de 60 ans, qui a eu assez d'argent pour pouvoir mettre de côté sur une assurance vie, logiquement il est propriétaire de son logement, et logiquement sa retraite elle va pas être dégueulasse non plus, en réalité. Donc là, la classe moyenne dont il parle, elle est pas inquiétée. Oh non, on va la faire trinquer un tout petit peu plus alors qu'ils ont déjà des revenus fonciers et une assurance vie. Mais c'est pour avoir une meilleure retraite. Sans ça, ils auraient que le droit à la retraite par répartition. Et les pauvres, pendant ce temps-là, ils ont du patrimoine, ils ont du capital qu'ils ont pu mettre de côté pendant leur carrière. Non, souvent, ils ont des carrières hachées, difficiles, et en plus, ils vont se retrouver avec des retraites de merde, voire au minimum vieillesse. Eux, ils trinquent pas, par contre. On s'en bat les couilles. Pensons à ces pauvres classes moyennes supérieures, voilà, propriétaires de leur logement avec de l'argent de côté sur une assurance vie, qui auraient pu peut-être s'acheter un appartement en bord de mer supplémentaire et qui ne peuvent pas. Mais va te faire foutre, Yves Tréhard, c'est bon, gros droitard, là. Non mais, vous savez que pour quelqu'un qui a un plan épargne logement de 50 000 €, il va devoir payer 50 centimes par mois. Je pense que ça doit être à peu près supportable par des gens qui ont pu économiser 50 000 €. Maintenant, si vous me dites qu'il y a un sujet sur le financement, je vous réponds oui, il y a un sujet sur le financement. Est-ce que c'est possible d'avoir des entreprises? Prenez LVMH. Pourquoi LVMH gagne autant chaque année d'exonération de l'État, alors même que c'est une entreprise qui est très largement bénéficiaire et que son propriétaire est l'une des 5 plus grandes fortunes du monde? Est-ce que vous trouvez logique que quand on aide Michelin et que Michelin délocalise ensuite son entreprise, il n'ait pas à rembourser les aides qu'il a touchées? Mais oui, mais tout le monde est d'accord avec ça, Olivier Faure. Arrête de faire semblant d'être de gauche quand tu viens de trahir à ce point-là. J'en peux plus. Là, quand il se met à parler du fond, alors que c'est pas ce qui est intéressant dans l'interview, qui répète des trucs que tout le monde dit, qu'on a entendu 110 fois, la question se pose pas. Est-ce que, via le budget que tu es en train de valider avec ton parti, même si tu dis que peut-être tu vas pas le voter à la fin, ou à minima tu vas laisser passer par ordonnance avec ton parti de merde, est-ce que ça va être à même de taxer les riches? Est-ce qu'il y aura une concordance entre le discours que tu as maintenant et l'action politique que tu as menée ces dernières semaines? Non. Donc raconter ça à la télé, c'est bon, on s'en bat les couilles. On va finir, c'est bientôt fini, il reste 3 minutes d'Olivier Faure. On va regarder jusqu'à la fin, on va boire le calice jusqu'à la lie. Est-ce que vous trouvez logique que... Et après on lavera un peu notre âme en matant des gens un peu plus stylés. Comme par exemple, il y a Bompard à la fin là. Voilà. La Sandrine Rousseau aussi, elle est en colère.
microélectronique qui touche 587 millions d'euros d'aide par an, ne payent que 100 000 euros d'impôts dans ce pays. Est-ce que tout ça, alors qu'ils sont à distribuer des dividendes, tout ça défie toute forme de logique. Et donc, oui, il y a beaucoup à faire. Et sans doute n'y arriverons-nous pas dans cette échéance, mais c'est la raison pour laquelle je suis un homme de gauche et je me battrai, y compris dans l'élection présidentielle qui vient, pour que la justice fiscale soit au rendez-vous. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un système qui est très inégalitaire et au fond, qui ne respecte même pas ce qui devrait être le b.a.-ba, c'est-à-dire que chacun devrait verser en fonction de contribuer à proportion de ses revenus et de sa fortune. Olivier Faure, vous avez réussi à faire passer un certain nombre d'amendements dans ce projet de budget, notamment dans la partie dépenses. S'il y avait un vote ce soir, ce qui est peu probable, mais s'il y avait un vote... C'est l'un des suspens de la... Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote, il restait 200 amendements à analyser. Du coup, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de vote. Et du coup, c'est un peu le gouvernement qui a la main sur la copie budgétaire qui va partir au Sénat. Ils choisissent un peu les amendements qu'ils vont laisser ou pas, même s'ils ont garanti, effectivement c'est garanti, que cette fameuse suspension, entre guillemets, serait dans le texte. Est-ce que les députés iront jusqu'au bout ? Vous voteriez le volet dépenses du budget de la sécurité sociale? Alors, on voterait certainement le volet dépenses, mais pas le volet... pas la globalité du PLFSS, parce que pour l'instant, c'est le débat que nous avons sur les recettes. Donc ça vous arrange ce soir qu'il n'y ait pas de vote? Mais on peut le dire comme ça. À l'image d'autres d'ailleurs, et du gouvernement. Non, parce que la réforme serait rejetée, de fait, si ce soir ce n'était pas voté. On s'abstiendrait. Ouais. Et donc ça supposerait que d'autres s'abstiennent avec nous. Pourquoi vous vous abstiendrez, justement? Mais pour les raisons que je vous indique, c'est que sur la partie 2 du PLFSS, qui est la partie recettes, nous n'avons pas trouvé là entente, et nous n'avons pas réussi à imposer des formules qui permettaient justement d'épargner le plus grand nombre. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne finance pas, je l'ai dit, par le déficit. Pour l'instant, ce soir, on va arriver... Mais ça, on l'a déjà dit. Allez, accouche, là. Une copie qui va être une copie très déficitaire. On va augmenter le déficit de la Sécu. Moi, je souhaite au contraire qu'on puisse le diminuer. Et pour cela, il faut que, en deuxième lecture, on puisse voter des recettes qui permettent de faire en sorte que la Sécu se porte mieux et que nous puissions avancer. La rupture est actée avec la France Insoumise. Cette séquence marque clairement une fracture de la gauche. Oui. À minima, une incompréhension totale. Comment est-il possible ? Moi, je n'imaginais pas, mais je vous le dis aussi simple. Là, il va faire le gauchiste. Il va être en mode LFI a trahi. LFI est au service du grand capital. C'est Philippe Brun. Hein. Philippe Brun a tweeté pour dire que LFI avait abandonné les travailleurs pour se mettre au service du grand capital. Hein. Philippe Brun. Le très centriste Philippe Brun. Alors, ça ne le dérangeait pas de mettre la tête de Mélenchon sur son affiche de campagne pour se faire rélire en 2024, celui-là. Et là, maintenant, c'est en mode ils ont trahi les travailleurs au profit du grand capital. Mais Philippe Brun, tu fais partie de l'aile droite du PS. De quoi tu parles? Sincèrement que possible, je n'imaginais pas un seul instant qu'un homme ou une femme de gauche puisse aujourd'hui voter contre un progrès pour les salariés. Ça me paraissait évident que même... quand on n'était pas entièrement d'accord, et je comprends qu'on puisse dire ce n'est pas une suspension définitive, on pourra y revenir plus tard, etc. Très bien, ils auraient pu au moins s'abstenir, ils ont voté contre. C'est-à-dire que ce soir, ils ont voté avec LR, ils ont voté avec Horizon, ils ont voté avec une partie des macronistes pour dire non, la suspension, on n'en veut pas. Le groupe communiste aussi, pourquoi ils ne prononcent pas le groupe communiste qui a fait exactement la même chose que LFI? Stéphane Peu, président du groupe GDR, donc c'est là où il y a les communistes principalement, PCF, et aussi pas mal d'ultramarins. La consigne de vote de ce groupe-là, c'était on vote contre parce que c'est une arnaque. Il y a un très bon communiqué d'Elsa Fossillon qu'on pourrait lire, mais j'ai un peu la flemme de le lire maintenant, qui explique pourquoi c'est une arnaque cette histoire, quoi. Alors que vous voyez bien, tous les macronistes... C'est un peu symbolique aussi de voter contre parce que c'est une arnaque, de la même manière que le plan à la base c'était de faire tomber le putain de gouvernement en fait. Genre. Ceux qui passent sur votre plateau et qui disent à quel point c'est pour eux une difficulté parce que ils considèrent que c'était un totem absolu de leur quinquennat, de leur double quinquennat, et que ce totem est tombé. Et comment vous analysez ce totem? Il tombe. Alors là où on peut lui donner un petit peu raison, c'est que c'est vrai, vu le niveau de violence sociale de la politique budgétaire et économique de Macron depuis le début, ça les fait chier les macronistes. Ils voulaient vraiment pas, même ces mietas, ils voulaient même pas les donner. Oui, ok. Mais encore une fois, c'est un peu petit bras. Oh non, on a fait reculer les macronistes un peu sur un truc. On aurait pu tous les faire tomber, les réduire à peau de chagrin avec des législatives anticipées ou ce genre de trucs. Ils étaient morts et enterrés. Oh, je vais décider de les maintenir en vie, mais ça les fait un peu chier de reculer. Ça les aurait encore plus fait chier de disparaître, non? Oh,
Ce jusqu'au boutisme de la France insoumise. Et moi, je suis pas psychiatre. Après, il faut bien voter un budget d'ici la fin de l'année. Non, en cas de crise politique majeure et de crise de régime et de crise démocratique comme celle que nous impose Emmanuel Macron juste de par son petit fait tranquillos, on aurait très bien pu décider d'aller dans la crise de régime pour de vrai et avec une loi spéciale, comme c'est prévu par la Constitution de la Ve République, reporter le budget de l'année 2025 à l'année 2026, quitte à faire un projet de loi rectificatif par la suite pour l'injustice sur l'inflation et ce genre de choses, quoi. Enfin, comme c'était le cas quand Barnier a été censuré, en fait. Ça s'est passé l'année dernière, c'était pas la fin du monde. Ou alors tu dis non, la moindre petite instabilité économique et budgétaire est impensable et donc du coup on ne fait plus de politique à ce moment-là. C'est ce que fait le PS en gros, quoi. Point, c'est pour eux donc la pire des choses possibles. Non. Tu veux juste donner plein pouvoir à Macron, mais le roi Merlin, moi je veux donner les pleins pouvoirs à Macron. Vas-y, active l'article 16, hein, Macron, prends les pleins pouvoirs, vas-y, hein, super mon idée. Mais c'est juste, tentons de penser un tout petit peu en dehors du simple et pur cadre des discussions budgétaires. Ok, super ton idée, non mais à ce moment-là, le roi Merlin, on fait plus jamais d'élection parce qu'il y a un risque que l'extrême droite arrive au pouvoir. Avec ta logique, moi je suis pour qu'il n'y ait plus jamais d'élection parce que ça sera encore pire. Ça sera encore pire si le RN le gagne. C'est pareil, à ce moment-là, on ne fait pas de politique. À ce moment-là, c'est pas de la politique, c'est de la gestion de l'État. Moi, je ne suis pas dans une démarche gestionnaire de l'État, je suis pour faire de la politique, je suis pour que le monde change. Si jamais on doit affronter une crise, on affronte la crise et on voit ce qui se passe. Voilà, sans ça, on serait encore sous Louis XXI à se dire mais non, ce sera encore pire peut-être si nanana. Enfin voilà quoi. Après là, c'est des trucs, c'est très politique. Je dis pas, c'est mon point de vue, mais oui, moi je suis prêt à aller au fond d'une crise parce que voilà, c'est la démocratie, c'est comme ça que ça marche, quoi. Ils considèrent que c'était un totem absolu de leur quinquennat, de leur double quinquennat, et que ce totem est tombé. Et comment vous analysez ce jusqu'au boutisme de la France insoumise ? Et moi, je suis pas psychiatre. Ça relève de la psychiatrie ? Non, mais ça relève de la psychiatrie ? Je sais pas, j'en sais rien. Enfin, c'est quand même très compliqué. Enfin, moi, quand c'est quelqu'un, quand les insoumis proposent un texte qui me convient. Souffle, hein. Je suis pas psychiatre, moi. Déjà, c'est un peu psychophobe, premièrement. Deuxièmement, nique ta mère, voilà, c'est bon, moi j'en ai marre. Je le vote. Je ne dis pas c'est les insoumis qui l'ont proposé, donc je ne le vote pas. J'ai voté beaucoup d'amendements insoumis et je continuerai à le faire. Ça me paraît une évidence. Et quand on a des gens qui préfèrent en fait être dans une logique qui est simple, comment est-ce qu'on fait dérailler le train ? Pour moi, ça relève de au mieux de la bêtise, au pire du cynisme. Pour vous, c'est le chaos, la France insoumise ? Je sais pas si c'est le chaos. Encore une fois, le groupe PCF, le groupe GDR où il y a le PCF dedans et la CGT sont exactement sur la même ligne que la France insoumise. C'est-à-dire ne votez pas cette arnaque, c'est de l'enfumage. Dis pareil de la CGT alors. La CGT a perdu la boule. Comment peut-on imaginer le premier syndicat du public historique en France lutter contre les droits des travailleurs ? Dis-le que Sophie Binet du côté du grand capital aussi tant qu'on y est. Vas-y. Non, c'est que LFI. Bon, les communistes et la CGT, on n'en parle pas alors qu'ils sont exactement et précisément sur la même ligne que LFI. La preuve, c'est qu'ils n'y sont pas parvenus. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils recherchent. Avoir une approche aussi cynique des choses et se en dire... chinois, il n'y a qu'un seul idéogramme pour dire crise et opportunité. Voilà, donc peut-être que cette crise de régime majeure était l'opportunité d'aller vers du mieux, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. C'est pour ça que je suis de gauche, quoi. Sans ça, au bout d'un moment, c'est très dépolitisant, quoi. Au fond, ça m'est égal, mais je ne veux pas accorder la moindre victoire à des partenaires d'hier qui sont des concurrents aujourd'hui. Et donc, je préfère dire que je suis contre plutôt que de reconnaître qu'il y a là un progrès pour des centaines de milliers de personnes. Et donc là, effectivement... Dire qu'on leur a cédé sans circo, non mais ça, on verra la prochaine. Mais là, faut pas croire que par rapport à l'électorat de gauche ou de quoi que ce soit, Olivier Faure va sortir grandi de tout ça. Paraît... complètement fou. Non, la CGT est pas pour le roi Merlin. Sophie Binet a dit que c'était de l'enfumage et de la connerie. Merci Olivier Faure. Merci beaucoup. Mais merci à vous. D'être venu. Non, je me trompe alors. Attendez. Merci beaucoup Olivier Faure. C'est bon, j'en ai marre. Allez, ça me saoule. C'était intenable, c'était intenable cette putain d'interview, c'était horrible. On va en regarder d'autres après pour se rincer un peu l'esprit. Mais je pense que je vais arrêter une première VOD ici parce que faut que je souffle un peu là. Wesh, non mais c'est insoutenable, on est d'accord là. Ceux qui regardent la vidéo de YouTube, dites dans les commentaires à quel point vous trouvez ça insoutenable là. Moi, franchement, Ah, quel enfer quoi. Quel enfer. C'est la mort de l'ambition politique ce putain de parti quoi. Ça chope des vieilles miettas et ça crie ça comme une victoire. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ce monde-là dont on veut. Il se passait quoi au moment de la réforme des retraites ?
Les manifs contre la réforme des retraites, c'était quoi en mode? On dit, Macron il aurait dit, ok, je veux bien revenir sur ça. Au final, de 64 à 68, vous aurez un trimestre en moins supplémentaire. Et comment aurait réagi le mouvement social et la rue à ce moment-là? Qui voulait que Macron tombe et un monde meilleur, ils auraient fait quoi? On aurait continué à faire des manifs, quoi. C'est insupportable. Bon bref, abonnez-vous si vous regardez la VOD. Let's go. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe.